Vous regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité en Guinée. Le oui à la nouvelle constitution l'a emporté à 89,38% et le non a accueilli 10,62% selon les résultats provisoires officiel annoncé mardi soir par Ibrahima Khalil Condé, ministre de l'administration et du territoire et de l'administration, qui a indiqué un taux de participation de plus de 86%. Le ministre a estimé que le référendum s'était déroulé dans un climat apaisé et fortement sécurisé. Quelques 6,7 millions de Guinéens étaient appelés à voter sur une population de plus de 14 millions d'habitants. Et je reçois sur ce plateau pour en parler Diabati Doré. Vous êtes le président du Rassemblement pour la République, RPR, en République de Guinée. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame, et merci de m'avoir invité. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes en visite au Togo puis au Bénin dans le cadre d'un atelier. Pouvez-vous nous en dire plus? Encore une fois, merci, et je voudrais saluer les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et saluer aussi la population guinéenne. Oui, c'est vrai, depuis le 20, je suis entre le Bénin et le Togo, plus précisément à Calavi, au Bénin, où il y a eu un atelier sur l'immigration clandestine. Et vous savez aussi, en tant que président du RPR, mais aussi je suis membre du réseau leader africain pour l'émergence et le renouveau. Et donc, Dr Nyagno, un Togolais qui est à la tête de ce réseau, et dans nos projets d'activité, nous avons initié une sensibilisation dans les pays africains pour sensibiliser la jeunesse, pour dire oui, c'est bon, il faut immigrer, mais quand même il faut faire une immigration choisie, parce que quand nous prenons aujourd'hui le Sahel à travers la mer Méditerranée, il y a eu tellement de morts, de blessés, de bastonnades, de morts sexuels. Et donc notre rôle aujourd'hui en tant que nous faisons partie de cette course aujourd'hui jeunesse, c'est de sensibiliser nos frères, nos sœurs pour dire l'Afrique regorge aujourd'hui de potentialités, de richesses. Et si tout le monde s'en va, qui va développer le pays. Et donc, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Justement, quelques points essentiels à retenir au sortir des travaux. Oui, c'était, comment on appelle, à la Fondation Vallée du Bénin. Et je crois que les étudiants et les étudiantes étaient là. Et le point essentiel, c'était de leur dire qu'il faut choisir l'immigration, avoir une bourse, aller étudier et revenir dans le pays africain. Partir, oui, mais dans les bonnes conditions. Oui, mais dans les bonnes conditions. Et ce qui nous a même impressionné, parce que les ateliers, c'est les conférences et les échanges. Et il y a une étudiante, une fille, qui a rencontré l'histoire de sa copine, qui est décédée et qui a été enterrée, c'est-à-dire avant même le 3e jour de notre événement. Et donc c'est pour vous dire que oui, parce qu'elle avait fini les études, mais en faisant du commerce, elle a eu un peu, mais s'est dit que oui, sa population, sa famille qui souffre beaucoup, et donc il faut prendre la route pour aller à la même Méditerranée. Mais malheureusement, la fille est morte par rapport à beaucoup de souffrances. Et quand il a rencontré ça, ça donne aussi encore. Et nous avons fait des petits bouquins pour expliquer, dans ce livret, pour expliquer les uns aux autres qu'il est important. Moi, j'ai expliqué mon histoire quand j'étais pour la première fois en Europe, où mon grand frère m'avait dit de rester. Mais j'ai dit que non, j'ai un projet pour mon pays et pour l'Afrique. Donc je suis retourné. Mais chaque fois, je vais en Europe et je reviens. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que oui, l'Afrique est un continent que Dieu a réservé pour l'humanité. Et la plupart de nos frères partent. C'est vrai. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'espoir. Et de l'autre côté, nous faisons aussi la plaidoirie auprès des gouvernants. Parce que la responsabilité est partagée. Et quand je prends aujourd'hui les jeunes qui n'ont plus d'espoir, parce que quand on finit des études, on a des diplômes, mais il n'y a pas d'emploi. Et c'est vrai que l'État ne peut pas employer tout le monde. Sur place, quelles sont, selon vous, les alternatives possibles pour justement les motiver, les encourager à renoncer au choix de partir clandestinement vers l'Occident? Oui, oui. Et quand je dis que la responsabilité est partagée, dans ce cadre-là, madame, l'État doit accompagner les projets des jeunes. L'État doit vraiment créer des fonds
pour financer vraiment les activités juvéniles. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être directeur. Mais si quelqu'un a un projet et peut-être création d'une entreprise où il peut employer 2 ou 3 personnes, je pense bien que nos États africains et surtout nos présidents doivent encourager le financement des activités des jeunes pour qu'ils restent en place. Ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes partent en Occident parce que ici ils n'ont plus d'espoir. Mais fort malheureusement, quand d'autres vont aussi, ils n'ont plus la chance. Et si tu n'as pas la chance, il faut se retourner. Et moi, ce qui me galvanise et que je n'arrive pas à comprendre, quelqu'un qui a au moins 5 millions de francs CFA ou 6 millions de francs CFA et que tu engages pour le voyage de quelqu'un, mais avec 2 millions de francs CFA ou même 1 million aujourd'hui, qui équivaut à 15 millions de francs guinéens, mais tu peux faire quelque chose, ton petit commerce, et petit à petit tu vas grimper et tu vas voir le visa que tu sais, c'est à des millions que même les ambassadeurs eux-mêmes ou le consul vont t'appeler pour te donner. Donc encore une fois, il était important de dire à nos gouvernants que oui, il est temps pour vous, si la jeunesse est un atout pour l'Afrique, parce que les 60 et 65% de la population africaine aujourd'hui sont des jeunes. Donc c'est un atout. Mais quelque part aussi, ces jeunes sont déçus par rapport à votre gouvernance. Et nous faisons des plaidoiries auprès des gouvernants, auprès des familles, pour dire que oui, l'Afrique est une terre bénie, qu'il faut rester pour développer notre continent. Et nous vous encourageons dans votre noble mission, une réalité avec l'immigration dans dans presque tous les pays d'Afrique, surtout des pays francophones, dont la Guinée. La Guinée, justement, dont nous allons parler dans cette émission. La Guinée qui a donc organisé son référendum le 21 septembre dernier. L'approbation, on dit oui, l'a emporté à plus de 89% en oui pour la nouvelle constitution. Quelle interprétation faites-vous de ce résultat? Bon, il faut dire que madame, depuis 4 ans, nous sommes en transition en Guinée, depuis le 5 septembre 2021. Et je crois que nous, en tant que politique, en tant que leader d'opinion, il était important parce que nous nous battons pour la démocratie, nous nous battons pour l'état de droit, non seulement dans notre pays, mais en Afrique. Et il était important pour nous de se battre pour que le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire dans la normalité, que vraiment ce processus soit engagé. Nous avons salué franchement l'organisation du référendum et après le processus. Ce n'est qu'un début, le référendum. Mais encore une fois, quel était, c'est-à-dire l'objectif réel pour ce référendum, c'était de doter le pays à son extrait de naissance. Parce que quand je prends la constitution, la loi fondamentale d'un pays, c'est ça l'extrait de naissance. Et c'est la loi fondamentale qui doit gouverner désormais tout le monde. Mais dans quel contexte ça a été organisé? Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde a été associé? C'est pas parce que je vais dire aujourd'hui que oui, le oui a remporté, selon le ministère de l'administration. Mais quand tu prends des chiffres encore, et quand vous voyez réellement comment les bureaux de vote étaient vides, tu te rends compte réellement que oui, quelque part, il y a eu des anomalies, quelque part, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ça, il y a des choses à revoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, madame, je veux parler de la campagne pour le référendum. Mais quelle campagne? Vous avez vu dans quel pays où tout le monde est oui. Et je disais un jour, dans un plateau encore, que si tout le monde est d'accord sur quelque chose, aussi on dit que oui, il faut que tout le monde soit dans un camp, c'est que ça devient de la dictature. Et on n'en a pas besoin. Vous avez des réserves que oui, mais non, la campagne n'était pas... Ce plébiscite à plus de 89%. Non, la participation, moi je suis... Ne soit pas réel. Non, mais c'est pas réel. Nous avons nos hommes sur le terrain qui sont en train de nous remonter encore, jusqu'à un niveau, ils ne sont pas encore finis. Nous sommes en train de voir, et dès notre retour dans le pays, nous allons essayer de faire une conférence pour donner notre point de vue par rapport à ce référendum. En tout cas, le chiffre qui a été donné par le ministère de l'administration, moi je crois que c'était des chiffres aujourd'hui qu'il faut revoir, mais qu'à cela ne tienne, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et ce retour à l'ordre constitutionnel commence par ce référendum. Mais si ce référendum aujourd'hui, qui vraiment, pendant la vulgarisation,
pendant la campagne, tout le monde était d'un côté. Cela veut dire que oui, quelque part, le processus sera biaisé et on n'en a pas besoin. Après 4 ans de transition, nous sommes normalement aujourd'hui... Quel message ce référendum renvoie-t-il aujourd'hui sur l'état actuel de la transition en Guinée, 4 ans après le coup d'État de 2021? Bon, ce référendum renvoie toujours pour dire à l'opinion nationale et internationale que oui, le CNRD, les militaires sont engagés pour le retour dans la normalité. Peut-être moi, c'est ma lecture, hein? Ça peut être vrai ou faux. Fausse. Donc, pour vous dire que c'est vrai, nous sommes des acteurs. Nous voulons aujourd'hui le pouvoir. Et nous voulons participer à ces élections pour que nous puissions avoir des élus au niveau des communes, au niveau de l'Assemblée nationale. Et voir si les conditions se réunissent, si on sait que vraiment ce sera une élection inclusive, transparente et crédible, pourquoi pas participer? Parce que nous avons fait une dizaine d'années pour travailler sur le terrain, c'est pour la conquête du pouvoir et l'exercer. Et donc, nous apprécions non seulement le processus qui est engagé pour le retour à l'ordre constitutionnel, mais quand même le ministère de l'administration et le DG doit revoir comment le processus, parce que même la distribution des cartes d'électeurs, il y a eu beaucoup d'anomalies. Quand je prends par exemple ton nom, on te dit que Conakry, ton prénom Conakry, tu es né à l'hôpital. Vous imaginez? Donc il y a eu tellement d'erreurs parce que c'est fait dans la précipitation. Justement, en tant qu'acteur politique, quel rôle avez-vous joué justement pour signaler ou dénoncer ces irrégularités? Madame, nous sommes en Afrique, à plus forte raison, un régime exceptionnel. Vous allez dénoncer. Vous allez proposer par son statut de militaire. Oui, mais normalement qu'on doit nous écouter. On doit nous associer. Depuis le 5 septembre, nous sommes demandeurs du dialogue. Vous avez vu dans les autres pays, c'est l'État qui demande le dialogue entre l'État et l'opposition ou la classe politique. Mais c'est le contraire chez nous. C'est nous, en tant qu'acteurs, qui vont prendre part à ces élections. Nous sommes demandeurs du dialogue depuis le 5 septembre. Mais nous n'avons pas été écoutés. Ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et donc, ce message, c'est quoi? C'est pour vous dire qu'il faut associer tout le monde. Si c'est vrai aujourd'hui que nous voulons la démocratie et le salut de l'Afrique, y compris la Guinée, c'est dans la démocratie, dans nos différents pays. Et donc, pour dire que oui, c'est la démocratie demande la participation des uns et des autres. Que tu sois parti politique, que tu sois gouvernant ou société civile, pense bien qu'il faut avoir minimum de consensus de tout ce que nous devons faire ou de tout ce que nous devons mettre en place. Donc, la possibilité d'une candidature du président Doumbouya à la prochaine élection présidentielle inquiète certains observateurs. Vous l'avez dit, ce référendum pourrait marquer donc le début d'un retour à l'ordre constitutionnel. Mais pensez-vous, est-ce une réelle sa candidature à la présidentielle prochaine en Guinée une menace pour la démocratie dans le pays? Oui, madame, vous savez, c'est pas une première en Guinée qu'on ait une transition. Si je prends 2009, après la mort du feu général Lansana Conté, il y a eu un capitaine qui a pris le pouvoir à la personne du capitaine Dadis. Et l'opposition, la classe politique était unie comme un seul homme à l'époque. Et fort malheureusement, cette fois-ci, nous ne sommes pas unis. Parce que dès le départ de ce coup d'État de 5 septembre, il y a d'autres déjà qui étaient avec le CNRD et qui ont même demandé publiquement de rester que parce que aujourd'hui, ceux qui sont en train de voir que c'est possible, que oui, c'est le Messie. Alors que ce qu'on a refusé pour Dadis, c'est ça qu'on veut accepter pour Mamadi. Et je dis que, quelque part, c'est pas normal. Ça, c'est un. Par rapport à la candidature du général, je pense bien, il a dit plusieurs fois que oui, un militaire, c'est la parole. Je ne serai pas candidat en rien. Ni moi, ni aucun membre du CNRD, ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat en rien. En tout cas, pour moi, en tant que républicain, et il est soldat, il a donné sa parole d'honneur à son peuple.
il était important de respecter. Et vous semblez ne pas trop croire aussi en ces paroles. Je vous dis, madame, aucun cadre, aucun ministre, aucun directeur ou personne dans son entourage ne te dira que oui, le général m'a dit qu'il sera candidat ou pas. Moi, j'ai encore la ferme volonté que le général va respecter sa parole. Attendons de voir, est-ce qu'il va dire ouvertement s'il sera candidat ou non. Il peut surprendre, hein, parce que les militaires, c'est comme ça aussi. Ils sont très stratèges. Et donc, moi, je pense bien, s'il a dit une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 4 fois, qu'il ne sera candidat en rien, vous avez espoir qu'il respecte sa parole. J'ai l'espoir qu'il va respecter sa parole et qu'il va rentrer dans l'histoire. Parce que le plus important dans la vie, c'est la fin. La fin, c'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire, dans la vie, madame, c'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. C'est ça qui compte. Il a dit, ça, on s'en tient à ça. Mais attendons de voir. Après le référendum, je pense bien, le gouvernement va annoncer les dates par rapport à des échéances futures. C'est-à-dire l'élection communale, comme ils ont si bien dit, législative et présidentielle. Et si présidentielle, que les candidatures sont annoncées, s'ils se prononcent, on verra. Et c'est à partir de là, nous allons aussi analyser et donner notre point de vue par rapport à sa candidature. Selon certains observateurs, ce référendum était plutôt une stratégie pour légitimer le pouvoir de CNRD. Qu'en pensez-vous? Qui? Pardon? Le référendum, pour certains, c'était plutôt pour une stratégie pour légitimer le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Qu'en pensez-vous? Non, mais vous savez, ce que les gens n'ont pas compris en matière de transition ou en matière de démocratie, il a fait un coup d'État. Et il a dit qu'il va organiser les élections. Il y a eu un premier deadline avec la CEDEAO qui n'a pas été respecté, c'est-à-dire les 2 ans de transition. Et nous sommes à 4 ans de transition. Que Mamadi soit candidat ou pas, sachez que madame, c'est lui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui et il a la responsabilité d'organiser des élections. Et donc, je ne pense pas, en tant que politique, que voter une loi fondamentale dans un pays, c'est pas de légitimer Paul ou Pierre. Pour moi, si le référendum, le résultat définitif est donné par la Cour suprême, c'est que la Guinée a désormais une loi fondamentale, la Guinée désormais a son extrait de naissance et que c'est de là maintenant, les autres processus doivent être engagés. Et donc, je ne pense pas que voter une constitution, c'est de légitimer. Non, la légitimation de Mamadi ou des militaires au pouvoir, s'il est candidat et s'il remporte les élections présidentielles, donc maintenant, cela veut dire que oui, la constitution a été faite pour lui, c'est pour légitimer. Mais pour le moment, je dis bien que la constitution n'est pas pour quelqu'un, n'est pas pour Paul ou Pierre, la constitution c'est pour le peuple de Guinée. Et au-delà du référendum, comment jugez-vous l'état des libertés politiques de la presse ou même des partis politiques en Guinée actuellement? Oui, madame, vous le savez, depuis fort longtemps, la presse, en tout cas les presses qui sont très très écoutées au niveau de notre pays sont fermées. Et si je prends la charte que eux-mêmes ils ont élaborée, c'est écrit noir sur blanc dans des articles là-bas, que la liberté d'expression est autorisée, mais aussi la manifestation. Et ça fait fort longtemps que nous, la classe politique, nous avons demandé des manifestations, mais qui n'ont jamais été autorisées. Et il y a d'autres même qui sont soldés par les morts. Et donc, pour dire que ils n'ont pas respecté la charte. Et le contenu de la charte n'a pas été respecté. Et donc, aujourd'hui, la liberté d'expression qui est prévu dans la charte n'est pas respectée. Et donc, ça nous inquiète. Et je pense bien, si nous voulons vraiment léguer à nos enfants, aux futures générations, vraiment des choses qu'il faut dans le développement, dans le cadre du développement de notre pays, il faut respecter la loi. Et pour le respect de la loi, c'est le gouvernant qui doit être le modèle. Ce sont eux d'abord qui doivent montrer le chemin à la population pour dire oui, nous sommes respectueux. Et ce que nous avons voté ou nous avons écrit, nous devons le respecter. Et aujourd'hui, la presse est bâillonnée.
l'opinion, quand tu parles, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont arrêtées, d'autres sont en prison à cause de leur opinion. Je vais faire allusion aujourd'hui à mon frère Aliouba, qui est en prison, qui est un leader. Et il y a d'autres même qui sont disparus, ça fait 1 an et 3 mois. Je vais parler de Fonike Mangue et de Biloba. Donc c'est pour vous dire encore une fois que tout ce qui a été dit, comme la liberté d'expression ou d'opinion dans la charte, a été quelque part violé. Et on n'en a pas besoin parce que nous sommes dans un monde ouvert. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qu'il faut accepter la démocratie parce que c'est la démocratie qui amène le développement dans nos différents pays. Certes, quelqu'un diront que oui, non, nous avons apporté la démocratie occidentale. Non, la démocratie évolue en fonction de la réalité de chaque pays. Et moi, je suis contre quand on dit que la démocratie nous avait été imposée à partir de la conférence de Bâle par le président à l'époque de la France, François Mitterrand. Non, la démocratie existait dans nos différents pays africains. Avant même l'indépendance, oui, il y avait de la démocratie. Quand je prends la charte de Kourkanfouga au Mali, madame, c'est la charte là que les Blancs se sont servis pour faire leur constitution. Et ça, c'est venu de l'Afrique. Et donc, pour moi, la démocratie existait bel et bien avant même. Et ce n'est pas la conférence de Bâle aussi qui a exigé la démocratie en Afrique. Non, parce que ce que les gens ont pris... Mais en tant qu'acteur politique, pensez-vous que cette démocratie est aujourd'hui en berne dans certains pays africains? Mais bien sûr, la démocratie est en berne. Mais ce n'est pas que seulement la Guinée, même la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Ouattara, il est venu, mais regarde, il a son 4e mandat. Moi, c'est vrai, il a transformé son pays. Mais je crois que, comme disait l'autre, que l'Afrique doit épouser la démocratie. Et je dis aujourd'hui, l'avantage de la démocratie, c'est l'alternance. Et l'alternance dans un pays amène 3 choses, madame. La première, c'est la stabilité. Et regarde le Bénin aujourd'hui. Et regarde le Ghana. Et regarde le Nigeria. Parce que à chaque décennie, il y a des changements à la tête de l'État. Et donc, si je prends, le premier point, c'est la stabilité. Deuxièmement, c'est la concurrence. Je viens aujourd'hui en tant que président. J'ai 5 ans ou 10 ans. J'essaie de poser des jalons, de faire des réalisations. Et quand je quitte, celui qui va venir dira, Yats, écoute, il était là, M. Doré, mais vraiment il a fait ça. Et moi aussi, je vais rentrer dans l'histoire. Et c'est ça qu'on appelle la concurrence. Mais troisièmement, c'est le développement. Justement, et dans cette logique, on observe plutôt un perpétuel recommencement plutôt qu'une continuité, même quand il y a alternance. Comment expliquer cela? Et c'est par rapport à quoi? Et vous voulez me donner un exemple aujourd'hui, madame? Il y a une question de leadership, peut-être? Leadership, oui. Le problème de l'Afrique, à 50 ou 60%, c'est le leadership. Il y a un adage qui dit chez nous que le poisson pourri commence par la tête. Quand vous n'avez pas un leader qu'il faut, aucune organisation, aucune institution, aucun groupe, aucune association dans ce monde ne peut fonctionner sans leader. Un vrai leader, c'est le leader qui oriente, qui guide et qui prend le lourd cerveau et pour dire oui. C'est à travers son leadership que oui, il y a des changements dans des choses ou dans des activités. Et donc, l'Afrique aujourd'hui a un problème de leadership. Mais à côté de ce problème de leadership aujourd'hui, il faut qu'on respecte les lois que nous-mêmes nous écrivons, c'est-à-dire nos lois fondamentales. C'est extrêmement important. En Guinée, justement, le référendum sur la nouvelle constitution, le oui l'a emporté à 89,38%, fort d'engouement selon donc les chiffres officiels des résultats provisoires donnés donc par le ministre de l'administration. Mais quels sont les risques pour la stabilité en politique aujourd'hui, la stabilité en politique sociale du pays, surtout en cas de candidature de Mamadi Doumbouya? Vous savez, le général a trouvé un pays qui était déjà qui avait déjà amorcé l'alternance. Et vous savez, quand je prends l'Afrique en général, madame, je dis souvent que je suis contre. Quand les militaires disent souvent, les civils n'ont rien fait, non, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et il y a trop de tueries. C'est des propos de tous les militaires qui font les coups d'État. Mais madame, faisons le calcul. Faisons une pause et prenons nos bics et feuilles, on calcule.
je prends l'indépendance. Nous avons eu notre indépendance le 2 octobre 1958. Et en 1960, la majeure partie des États africains ont eu leur indépendance. On est d'accord? Et quand je prends ces pays, ce que les militaires ont fait à la tête de nos États, les civils n'en ont pas fait. Je peux vous donner plein d'exemples. Le Mali. Il y a eu combien de militaires qui se sont passés? Il y a eu combien de civils? La Guinée, après la mort du feu Ahmed Sékou Touré, c'était Lansana Contré, 24 ans, un militaire. Après lui qui est venu, un militaire. Dadis. Après Dadis, 1 an. Sekouba, 1 an. Monsieur Alpha Condé, qui, tout le monde pensait que oui, c'est le Messie et c'est ce dernier qui devait nous donner vraiment la possibilité d'avoir la tenance et la stabilité dans notre pays. Mais fort malheureusement, il a été pris par le goût aussi du pouvoir en modifiant la constitution du 7 mai 2010 pour se représenter pour un 3e mandat. Alors qu'il s'est battu. Et selon vous, très rapidement, plus de 60 ans après les indépendances, pour vous, comment se porte la Guinée aujourd'hui? Mais la Guinée se porte, madame, la Guinée ne se porte pas bien. Je suis guinéen, je suis désolé, mais la Guinée ne se porte pas bien. Parce que quand je prends nos richesses naturelles et que la population n'arrive pas à jouir la prospérité qu'il faut, ça fait mal. Moi, président de la République aujourd'hui, j'avoue que les Guinéens, de 1 an, 5 ans, ils doivent être payés. Le social, comme ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les richesses. Mais parce que ces richesses ne sont pas partagées. Parce que nos populations sont très pauvres. Et c'est la pauvreté aujourd'hui qui est gangrénée par nos responsables, nos États. Comment vous pouvez imaginer un pays qui a tout, comme bauxite, diamant, l'or, fer. De cette émission, au lendemain d'un référendum, quelles seront vos actions premières une fois de retour en Guinée dans les prochains jours? Oui, mais je vous ai dit ça, madame, tout à l'heure, qu'une fois que je me retournerai dans le pays, après avoir donné, on ne sait pas d'abord qu'est-ce que la Cour suprême va dire, et s'il valide la Constitution, je vais organiser un point de presse pour donner mon opinion et mes observations par rapport à ce qui s'est passé durant ce processus référendaire. En politique, vous êtes également engagé auprès de la société civile sur des questions de migration. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question à l'Assemblée, à la tribune des Nations Unies. Le président américain Donald Trump a prononcé un discours sur un ton très particulier. Il n'a pas manqué justement d'aborder la question des migrants, Donald Trump qui demande aux États de prendre leurs responsabilités, renforcer plus les frontières, si possible aussi faire partir les migrants par la force. Quel écho ce discours a-t-il eu à votre niveau en tant qu'acteur engagé? Oui, mais je comprends Donald Trump. Vous savez, c'était ses propos de campagne avant qu'il n'arrive. Et vous savez, aujourd'hui, la plupart des pays, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe, aujourd'hui, il y a même des politiques qui en prennent comme un fonds de commerce contre les immigrés. Mais je vais dire au président Trump que l'immigration ne date pas d'aujourd'hui. Le monde est fait ainsi. Le monde est fait par l'immigration. Et c'est les Blancs qui ont commencé l'immigration en venant pour dire que non, c'est des explorateurs, ils viennent pour nous évangéliser. Ça, c'était des immigrés. Et donc aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire et chacun a besoin. Les États-Unis ont des intérêts en Guinée, comme la Guinée et le Togo aussi ont des intérêts aux États-Unis. Et donc, s'il dit quelque part que oui, les États doivent prendre leurs responsabilités, je suis d'accord. C'est de nous encourager, comme je venais de le dire, à dire à nos chefs d'État que oui, si vous voyez que nos jeunes ou nos populations immigrent aujourd'hui vers là-bas parce que la prospérité que Dieu nous a donnée, vous n'arrivez pas à partager équitablement. Et donc, Trump, c'est vrai, il a raison, il l'encourage. C'est pas un mot, peut-être les gens vont parler, c'est un mot vulgaire où il a insulté. Quand on dit à quelqu'un de prendre tes responsabilités, c'est d'analyser ce que tu fais et que tu ne fais pas bien. Et moi, je pense bien aujourd'hui que nos États doivent tout faire pour que la jeunesse reste, mais en accompagnant. Les propos qu'on tient souvent pendant la campagne, c'est pas ça qu'on voit dans la gouvernance ou dans la gestion étatique. Et donc, normalement,
Je suis d'accord avec Trump. Nos États doivent tout faire pour que nos jeunes restent en place parce que nous avons du talent. Nous avons aujourd'hui... La jeunesse africaine est très avide, est très courageuse, mais surtout aussi entreprenante. Merci. Et donc, merci de m'avoir invité. Et je dirais que vraiment, le Togo est devenu franchement mon second pays parce que je suis bien accueilli ici et je remercie aussi World Africa News par rapport à cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Diabati Doré, je vous rappelle que vous êtes le président du Rassemblement pour la République, RPR, un parti politique de la Guinée. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.